Chasser les airdrops et faire de la DeFi, c'est très bien. Cependant, il y a très probablement un truc que tu négliges et qui peut faire en sorte que ton folio aille à zéro directement. C'est d'autant plus le cas si tu gères à 100% tes fonds on-chain. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de faire un récap le plus exhaustif possible sur tous les dangers que tu peux rencontrer. Car les hackers se sont largement améliorés avec le temps et il faut faire de plus en plus attention. Petite précision, cette vidéo est en collaboration commerciale avec Tangem qui est un hardware wallet et dont on parlera en détail un petit peu plus tard dans la vidéo quand on adressera ce sujet. Mais avant ça, pour commencer, on va parler des attaques les plus courantes et de comment les déjouer. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car certaines attaques qu'on va voir sont vraiment très difficiles à déceler. Et ce, même si ça fait des années que tu te balades sur la blockchain. Le premier type d'attaque que tu peux rencontrer, c'est directement quand tu fais une recherche pour tomber sur un site. Ici par exemple, je veux aller sur Uniswap et j'ai de la chance, c'est effectivement en premier Uniswap qui s'affiche. Je vais par contre te trouver un cas de figure là où c'est plus problématique. Alors j'ai vraiment galéré à trouver un exemple, je sais pas exactement pourquoi, mais voilà sur un article une illustration. Par exemple ici, l'utilisateur il cherche le bridge pour utiliser Terra Luna. Oui, je t'ai dit, c'est un article qui remonte. Et comme tu peux voir ici avec le petit ad juste devant, ça veut dire que ce lien est sponsorisé. Tu pourrais même te dire que c'est safe vu que l'adresse qui est affichée ici c'est exactement la bonne, sauf qu'il y a des petits malins qui arrivent à spoofer ces liens là et donc à les faire apparaître comme légitimes alors que pas du tout, ça va te rediriger vers un site qui est méchant. Voilà ce qui se passe quand tu cliques dessus, tu vois que tu es redirigé vers un mauvais site. Déjà le simple fait qu'il se termine en .biz c'est suspect. Ce site là il ressemblera exactement au site sur lequel tu souhaites aller, c'est très bien fait. Ici ce qui va se passer quand tu vas essayer d'utiliser le bridge, eh bien à la place de bridger et d'envoyer d'une blockchain à une autre, tu vas tout simplement faire un transfert vers le wallet du hacker. C'est vraiment extrêmement courant. Alors comment se protéger de cette attaque? La première protection mais qui n'est pas suffisante, c'est que ton Chrome ou alors ton MetaMask va pouvoir te dire attention, ce site là il est douteux, ne va pas dessus, ne clique sur rien. Première protection mais qui n'est absolument pas fiable. La deuxième c'est de toujours vérifier que le lien sur lequel tu arrives c'est effectivement le bon lien et pour ça tu peux faire ce qu'on appelle un cross-check. C'est-à-dire que tu vas venir vérifier que le site est le bon via deux sites de confiance. Disons que je vais accéder à Lido, je vais pouvoir par exemple le faire directement via DeFi Lama. Donc voilà, je vais cliquer sur website et l'URL c'est lido.fi et je peux faire ma deuxième vérification en utilisant par exemple le lien qui est disponible sur le Twitter de Lido. Et là tu peux voir que le lien effectivement c'est lido.fi donc il n'y a pas débat. Attention, parfois les hackers s'amusent à utiliser des caractères qui ressemblent aux caractères originaux. Par exemple le O là effectivement tu vois que c'est un O, mais dans un autre alphabet il y a peut-être un O avec une petite barre et la différence elle est vraiment très subtile. Donc pareil, c'est un petit truc à garder en tête. Je sais que je vais te rendre complètement parano avec cette vidéo mais c'est aussi un petit peu l'objectif. Un deuxième type de hack qui est de plus en plus fréquent et surtout qui s'attaque aux chasseurs d'airdrop. Il s'agit des faux commentaires sous les posts officiels. Par exemple ici tu peux voir que je suis sur le lien officiel de Layer 3. Si on va en dessous de leur post, de temps en temps on peut tomber sur des comptes qui essaient de se faire passer pour eux et qui essayent de te rediriger vers un autre site pour venir récupérer ton airdrop. Évidemment ce qui va se passer quand tu vas aller sur ce site pour essayer de claim tes jetons, c'est que ça va transférer tes autres jetons vers l'adresse du hacker. Et donc là c'est pareil, malheureusement on ne peut rien faire, une fois que c'est fait, les fonds là sont perdus. Pour éviter de te faire avoir, il faut déjà vérifier que le compte avec lequel tu es en train d'interagir c'est effectivement le compte officiel. Donc là on peut le voir, c'est bien Layer 3, il n'y a pas de faute d'orthographe ni rien, c'est effectivement le vrai compte. Et petit bonus ici tu peux le voir, il y a un truc qui s'appelle OP et qui est en vert. Ça vient d'une extension dont on parlera un petit peu plus tard qui s'appelle Pocket Universe et qui permet du coup d'avoir cet affichage là. Et comme tu peux voir, il est uniquement valide pour la personne qui a posté le tweet initial. C'est-à-dire qu'ici, même si quelqu'un essaie de se faire passer pour Layer 3, il n'aura pas le badge ou alors il sera marqué comme Not OP. Tu as donc moins de chances de te tromper avec cette option activée. Un autre type d'attaque qui arrive également de plus en plus souvent, ce sont des Discord qui se font hacker et donc qui vont poster en boucle des liens vers des draineurs. C'est quand même quelque chose d'assez facile à détecter, mais on peut toujours se faire prendre au dépourvu. Donc je précise que ça existe et que ça arrive même parfois sur des gros serveurs Discord. De notre côté, sur notre Discord, on essaie de report quand il y a ce genre d'événement, histoire d'éviter aux gens d'interagir avec. Mais comme sans doute on touche pas tout le monde et c'est absolument pas infaillible. Pareil, j'essaye également de tweeter dès qu'on a une information de ce genre-là. Ces attaques-là, elles fonctionnent et elles sont utilisées suite à un constat très simple. C'est qu'à cause d'un automatisme, la majorité des gens ne regardent absolument pas ce qu'ils signent quand ils vont valider une transaction. Ou alors tout simplement parce que c'est pas écrit en clair. Sur ton MetaMask, par exemple, il est rarement écrit tu vas swapper 0,01 Ether pour 30 $. Et encore, ça a tendance à s'améliorer sur certains réseaux car ils ont effectivement poussé une update. En regardant mes vidéos, tu t'es peut-être rendu compte que quand je fais mes transactions, j'ai ce petit pop-up qui apparaît et qui me dit exactement ce qui est en train de se passer. Là par exemple, je suis sur Base, je suis en train d'interagir avec Leafy, c'est-à-dire Jumper, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais swapper 0,01 Ether et qu'en échange, je vais récupérer 28,35 USDC. Voilà, c'est tout bête, mais c'est ultra pratique. Ça, c'est une extension qui s'appelle Pocket Universe et qui fonctionne sur la majorité des blockchains. Je te mets le lien en description et juste au moment de l'activer, il y a un petit truc à faire, c'est de venir décocher cette case-là, car sinon, il prélève un petit frais sur certains de tes swaps, chose qui sert pour leur couverture. De mon côté, j'en ai jamais eu besoin, justement parce que le pop-up fonctionne très bien, et les frais qu'ils demandent sont clairement abusifs. Et petite précision, si tu utilises un certain Rabbi par exemple, tu as déjà ce pop-up là qui apparaît. Voilà, c'est directement intégré dans le wallet. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, je me demande pourquoi il a fallu autant de temps avant que MetaMask se décide à peut-être enfin commencer à déployer cette feature. En tout cas, j'espère bien que ça va se standardiser sur tous les wallets car c'est une feature qui est vraiment très pratique. Maintenant qu'on a vu tout ça, il nous reste encore deux sujets à aborder. Le premier, c'est les hardware wallets avec Tangem, et en deuxième, ce sera une explication complète sur le fonctionnement des approuves. Parce qu'aujourd'hui, on a beau être dans la DeFi, j'ai encore l'impression que pas grand monde capte exactement comment ça fonctionne. Donc on va voir ça en détail juste après. Le cas d'utilisation principal d'un hardware wallet, c'est de te protéger au cas où ton ordinateur se fait attaquer. Disons que sur ton ordinateur, tu as un wallet MetaMask que tu as généré directement avec MetaMask. Tu as actuellement 5 Ethers dessus, et surtout tu as pris toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire que ta seed, tu ne l'as pas enregistrée sur un ordinateur ou sur ton téléphone par exemple, mais il n'y a qu'une seule copie qui existe et elle est sur une feuille de papier. Toi tu fais tes petites affaires, tu penses être tranquille, sauf que non, pas du tout. En réalité, il suffit que tu télécharges quelque chose de corrompu pour qu'un attaquant puisse accéder à ta seed phrase et donc à tous les fonds qui sont stockés sur ton MetaMask. Alors tu vas peut-être me dire que tu télécharges jamais rien et que le seul X que tu fréquentes c'est Twitter. Très bien, sauf que c'est pas suffisant, le danger peut vraiment venir de partout. Je vais réutiliser un exemple qui a fait énormément de bruit sur le crypto Twitter français. Il s'agit d'une personne qui s'est fait dérober tous ses fonds en téléchargeant un pack de textures Minecraft. Oui, un pack de textures pour Minecraft, le jeu vidéo. Et le bonhomme s'est fait siphonner absolument tout ce qu'il avait sur son wallet, ce qui représentait une somme à 6 chiffres. Oui, c'est brutal, et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà maintenant ce qui va se passer si tu utilises un hardware wallet, par exemple le Tangem. On va dire qu'il se passe exactement la même chose et que tu télécharges un fichier douteux, sauf que là le virus il a beau chercher, il trouvera jamais ta seed phrase, tout simplement car elle n'est jamais stockée sur ton ordinateur. C'est le concept même du hardware wallet, elle est stockée sur un autre support, qui n'est jamais connecté à internet et donc qui ne peut pas se faire attaquer de cette façon-là. Ici pour Tangem, le support ce sont ces cartes. Ce sont elles qui détiennent tes clés privées. Alors là à l'écran tu vas voir le moment là où j'ouvre la boîte. Oui, c'est le premier unboxing sur la chaîne et je précise que j'ai reçu le wallet en cadeau suite à la collaboration commerciale. J'ai d'ailleurs été plutôt surpris quand je l'ai ouvert parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait que les 3 cartes. Il y avait tout simplement pas plus, juste un mot pour dire de télécharger l'application et de scanner les cartes. C'est donc ce que j'ai fait avec mon téléphone et ensuite il y a toute une partie setup. Alors je te rassure, c'est très vite fait, j'ai aussi été impressionné et ça consiste à placer les différentes cartes derrière ton téléphone, donc sur le capteur NFC, ce qui permet à ton téléphone d'activer la carte et donc de générer une clé privée. Donc ça c'est pour la première carte que tu vas scanner et celle-ci va être dupliquée sur les autres. Pour faire en sorte que ce soit pas accessible à quelqu'un qui arriverait à te dérober ta carte, il faut également définir un mot de passe qui est nécessaire pour déverrouiller le wallet. Donc voilà, très bien, j'ai fait tout mon setup et voilà à quoi ça ressemble sur mon téléphone. Et maintenant on est parti pour un petit exemple, donc disons que je veux faire un swap sur Jumper. Pour ça je me suis envoyé un petit peu d'Ethereum sur Arbitrum sur le Tangem. Alors je précise juste que dans l'application, pour voir certaines blockchains comme par exemple Optimism, Arbitrum, etc., il faut effectivement la rendre visible en important par exemple le jeton Arbitrum. Une fois que c'est fait, je viens d'ouvrir un navigateur en invité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune extension ni rien du tout, et je vais tout simplement connecter mon wallet. Pour ça, je vais sélectionner le logo Wallet Connect. Il va m'afficher ce QR code et sur l'application, je vais aller dans les 3 petits points puis sur Wallet Connect. Et là, je vais pouvoir scanner le QR code et il va me demander si je veux effectivement me connecter à Jumper, je valide. Et voilà, comme tu peux le voir, il affiche effectivement ma balance directement sur Arbitrum. Je vais donc valider mon échange, commencer à échanger. Et là, j'ai une notification sur l'application qui me dit qu'il y a une transaction qui a été demandée. Il me demande de venir valider ma transaction, donc pour ça, je dois utiliser mon empreinte biométrique et je dois scanner la carte pour la valider. Et voilà, mon échange est validé quasiment instantanément et on peut effectivement voir que j'ai les jetons sur mon wallet. Ça fonctionne donc de cette façon-là sur tous les sites qui acceptent Wallet Connect, ce qui est quasiment tous les sites. Sauf peut-être quelques exceptions si tu t'aventures sur des testnets bien sombres, mais en général tu fais pas spécialement ça avec un hardware wallet. Donc j'y vois pas spécialement de problème. Je vais d'ailleurs vite fait refaire l'opération en sens inverse. Voilà, très bien, et je dois dire que j'avais un petit peu peur du côté ergonomie, que ce soit un petit peu particulier de faire ça avec mon téléphone à côté de moi. D'autant plus que j'utilise pas spécialement mon téléphone pour faire de la crypto, mais au final c'est vraiment super intuitif. Tangem c'est donc une alternative aux wallets un petit peu plus traditionnels, tu sais, les fameux qui fonctionnent avec l'équivalent de clé USB. C'est la première fois que j'en utilise un et effectivement je pensais pas que c'était aussi fluide. Il faut par contre noter plusieurs choses. Déjà que pour l'utiliser, il faut obligatoirement que ton téléphone soit compatible NFC. Alors on peut clairement dire que c'est un standard sur les téléphones assez récents, mais si t'as un téléphone milieu de gamme qui a 2, 3, 4 ans, la question peut se poser que ton téléphone est bien compatible car sinon tu ne peux tout simplement pas utiliser ce hardware wallet. Donc à vérifier que ton téléphone est bien compatible, si tu peux faire des paiements en sans contact avec, c'est tout bon. Ensuite j'avais un petit peu peur avec cette technologie qu'on puisse te siphonner ton wallet, par exemple un bonhomme à côté de toi dans le métro ou autre, et en l'utilisant je me rends compte qu'il faut vraiment être pile sur le téléphone pour que ça fonctionne et pour que ça capte. Donc effectivement ça me paraît safe de ce côté-là. Autre chose, et ça c'est plutôt innovant, c'est l'abstraction de cette phrase. Tu l'as bien entendu dans mon expérience, à aucun moment j'ai parlé de noter quelque part 12 ou 24 mots. Tout simplement car la clé privée est stockée dans la carte, ou plutôt les cartes. Les puristes diront certainement que c'est assez exotique, et effectivement c'est plutôt original comme solution. En tout cas ça me paraît être une bonne idée pour quelqu'un qui a pas spécialement envie de se prendre
prendre la tête. Maintenant, peut-être que tu souhaites importer une seed qui est déjà existante, et bien ça, sache que c'est également possible. En inconvénient par contre, c'est que tes 3 cartes sont reliées à une seule et même adresse, c'est-à-dire que tu peux pas faire du multicompte pour chasser les airdrops avec Tangem par exemple. C'est par contre bien prévu du côté de la roadmap, et en attendant c'est également possible en ayant différentes cartes avec chacune une seed différente dessus. Parlons-en de l'application et du site, qu'est-ce qui se passe s'ils font faillite? Eh bien le code de l'application il est totalement open source, ce qui veut dire que n'importe qui est un minimum bricoleur, développeur, il est capable de reconstituer l'application et de pouvoir continuer de s'en servir. Alors c'est pas mon cas, mais si ça devait arriver, je m'en fais pas que la communauté là derrière sera totalement capable de le faire. Mon bilan là-dessus c'est qu'on est sur une solution qui est vraiment différente de ce qui est proposé d'habitude sur les hardware wallets, et que pour un utilisateur lambda ça répond à quasiment tous les besoins. Comme dit par contre, il y a quelques features qui pourraient manquer pour des utilisateurs plus avancés. Je pense à la possibilité de gérer plusieurs comptes à partir d'une même seed, ou encore le fait de pouvoir ajouter un 25e mot. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te mets le lien pour en acheter un directement en description, et avec ce lien là tu as 10% de réduction dessus. Je te mets également toute la documentation qui va bien si tu veux te renseigner et aller un petit peu plus loin. On est reparti pour la suite de la vidéo. Toujours sur le sujet des hardware wallets, je sais que j'ai déjà eu plusieurs fois la question de savoir quand est-ce que c'est le bon plan d'en acheter un, et là j'aime bien répondre, et bien à partir du moment là où tu serais pas à l'aise de perdre tout simplement ce que tu as sur ton wallet. Pour certaines personnes ça peut être des sommes plus importantes, pour d'autres ça peut être des sommes plus faibles, mais essaye d'imaginer que tu te fais voler tout ce que tu as sur ton wallet. Si c'est quelque chose qui te fait particulièrement mal, et bien c'est certainement le moment de commencer à investir dans un hardware wallet. Et on arrive maintenant sur un des sujets de sécurité les moins bien compris avec les approuves. Pour bien comprendre exactement comment ça fonctionne, je vais faire une démonstration en live. Pour ça ici d'un côté je vais avoir Revoke, donc on va regarder avec mon wallet sur Arbitrum. On peut voir effectivement les approuves que j'ai en cours, et il y en a donc certains que je vais remove tout simplement car j'en ai plus besoin. Donc pour révoquer un approuve c'est très simple, il suffit de cliquer sur Revoke. Voilà, Pocket Universe va me dire que je vais révoquer, et j'ai juste à passer ma transaction. Voilà, c'est fait à l'instant. Ok, disons que je veux faire un premier swap et que je veux swapper mon Ether en USDC. Tu vas voir qu'ici je vais pouvoir swapper directement et que j'ai pas besoin de donner une approbation. C'est normal, les approuves n'existent pas pour les jetons de gaz, c'est-à-dire le jeton que tu vas utiliser pour payer les frais de transaction. Donc il n'y a pas d'approuve pour Ethereum, pour Avalanche, pour Phantom, etc., etc. Je vais donc valider ma transaction, et si je vais sur Revoke, effectivement ici il m'affiche mon USDC, mais tu peux voir qu'actuellement je n'ai pas d'approuve dessus. Très bien, maintenant si je veux faire l'opération dans l'autre sens, que je veux swapper mes USDC en Ethereum, bien là ce qui va se passer, c'est qu'il va me demander de donner un approve. Quand tu donnes un approve, c'est ce qu'on appelle un consommable, c'est-à-dire qu'on va venir le brûler. Donc là je vais donner mon approve, très bien, je fais suivant, approuvé, et si je retourne sur Revoke, il va me dire qu'effectivement j'ai un approve en cours. Il va même me dire que attention, il y a déjà eu un souci avec l'IFI, c'est pas une bonne idée de garder cet approve là actif. Finalement quand je donne un approve, je vais dire tel contrat, donc ici le contrat de l'IFI, a le droit de venir utiliser telle quantité d'un certain jeton. Donc dans ce cas de figure, mon USDC. Maintenant je vais venir valider mon swap, et tu peux voir que mon approve pour l'USDC a disparu. Pour une raison toute simple, je viens de le dépenser. Le danger n'est donc pas là quand tu donnes des approves qui correspondent à ce que tu vas swapper ou bridger, mais par contre il arrive quand tu vas donner un approve infini. Alors ici j'ai ce shitcoin, j'en ai 5, disons que je veux swapper. Voilà, ça vaut 3 cents, on s'en fiche. Et ici ce qui peut être dangereux, c'est de mettre une allocation infinie ou presque. Et ça, certains échanges vont venir le faire par défaut. Le problème avec ça, c'est que quand toi tu vas venir valider ton swap, tu vas juste venir réduire de 5. Donc ici mon allocation elle va passer de 99999 à 9994. Tout simplement car j'aurais utilisé 5 unités. Mais par contre le contrat va garder le droit de pouvoir faire ce qu'il veut tant qu'il a son approve pour cette quantité là de jetons. Et donc si j'ai de ce jeton là sur mon wallet et qu'il y a un problème avec le contrat, et bien c'est dans ce cas de figure là que je peux me faire siphonner. Aujourd'hui l'écrasante majorité des sites vont très bien gérer ça, et quand tu vas cliquer sur utiliser la suggestion du site, et bien il va directement mettre 5. Mais c'est possible que tu aies encore d'anciens approuves qui traînent sur différentes blockchains et que ceux-ci peuvent mettre en danger ton portefeuille. Pour ça on peut soit continuer d'utiliser Revoke et donc regarder sur une autre blockchain, disons sur Base. Effectivement ici on peut voir que j'ai quand même plusieurs approuves en cours, notamment certains avec des montants assez importants. La bonne pratique ici c'est pas de révoquer absolument tout ce que tu as donné comme approuve, mais surtout de venir enlever ceux sur lesquels tu es susceptible d'avoir des jetons. Par exemple ici j'ai effectivement un approuve de 9550 jetons qui traînent, mais attention, si j'ai pas d'USDC sur mon wallet et qu'effectivement ce contrat là se fait hacker, le hacker il va pas pouvoir inventer des jetons. Donc si tu sais que c'est des jetons que t'as jamais sur ton wallet parce que tu les as achetés une fois et t'en auras plus jamais, t'as pas spécialement besoin de venir annuler tous les approuves que t'as donnés. Une autre alternative, ça peut également être de passer par D.Fi, qui lui va faire un récap un petit peu plus visuel que ce que tu peux avoir sur Revoke. Et sur celui-ci, il va notamment te donner un score, même si je trouve qu'il est pas très pertinent, parce que là tu vois qu'il me dit que j'ai un mauvais score parce que j'ai plein de contrats effectivement à risque, mais en réalité j'ai 58 centimes en danger. Je suis pas sûr que j'appellerais ça un risque très élevé. En réalité, la grosse majorité des contrats qu'il va trouver ici, ce sont des contrats que
j'avais approuvé sur ZK-Sync, comme tu peux le voir au petit logo ici, et effectivement que j'ai jamais révoqué. Et c'est pas spécialement quelque chose que je vais aller faire de mon dimanche après-midi, tout simplement car je n'ai pas prévu d'avoir de nouveau des fonds dessus. En tout cas sur ce wallet là. Donc pareil, je l'ai dit tout à l'heure, mais de façon assez implicite, quand tu donnes un approve, il est également lié à la blockchain sur laquelle tu le donnes. Si tu donnes un approve de 500 USDC sur Base, et bien tes USDC qui sont sur Optimism ne craignent absolument rien. Donc voilà, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, et surtout dans quel cas tu peux te faire voler, eh bien je t'invite à aller vérifier les approves que tu as données sur tes wallets, que ce soit via l'outil intégré Arabi, que ce soit sur Revoke ou encore sur D.fi, peu importe, mais va vérifier tes wallets, notamment si tu as tendance à approuver un petit peu tout par défaut. D'autant plus si ton wallet est ancien, parce que la majorité des anciens projets ne faisaient pas du tout attention à ça. Et voilà, je pense qu'avec ça, tu as un bon guide qui peut t'éviter 95% des problèmes qui peuvent arriver dans la chasse aux airdrops. Si je devais rajouter quelques points supplémentaires, ce serait notamment l'adresse poisoning, et le fait de t'envoyer des transactions avec une adresse qui ressemble à la tienne, mais qui n'est pas exactement la tienne, dans l'objectif que tu passes sur Explorer et que tu copies l'adresse du bonhomme quand tu veux faire un transfert. Généralement, c'est un type d'attaque ciblée, donc à moins que tu sois quelqu'un de connu, ou alors effectivement que ton wallet soit très particulier, normalement ça devrait pas trop t'arriver. Mais voilà, maintenant t'es au courant que ça existe, donc toujours venir copier ton adresse à partir de ton MetaMask par exemple. Et une autre information qui est très sympathique à connaître sur les rogues, même si c'est quelque chose dont la nature est quand même relativement imprévisible, ils ont tendance à être particulièrement fréquents sur les petits projets qui sont en perte de traction, donc tout ce qui est DeFi et qui n'ont pas spécialement levé beaucoup de fonds, et très souvent comme par hasard ça touche des équipes qui sont anonymes. Vu ce qui se passe sur le marché en ce moment, j'évite de laisser des fonds sur des petits projets. J'ai d'ailleurs retiré de tout ce qui me paraissait trop petit, un petit peu shady, un petit peu douteux. Je préfère faire ça en attendant que ça reparte. Bien que ce ne soit rien d'officiel, c'est quand même connu que la majorité des hacks ils ont tendance à survenir au moment où le marché il commence à abattre de l'aile. En tout cas, merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et si tu l'as apprécié et que tu vas aller plus loin, je te propose celle-ci dans laquelle je te montre comment cette personne-là elle a perdu 30 000 $ sur un copier-coller, et je pense pas que t'as envie que ça t'arrive, donc c'est peut-être une bonne idée de la regarder. Voilà, elle s'affiche à l'écran, et sur ce je te dis à tout de suite dans celle-ci. Ciao.